Bonjour et bienvenue sur la chaîne AOS Geeks. Moi, Vincent Pierre, je suis en compagnie de Yann aujourd'hui. Salut! Alors aujourd'hui, on va faire une analyse des changements de coûts en points dans le manuel général 2020, mais les changements des coûts en points pour la Grande Alliance Destruction. Et pour cette analyse-là, c'est principalement toi qui vas parler, qui va analyser, parce que tu joues deux des trois factions, les Ogurma Tribe et les Gloomspite Gits, donc tu es un peu mieux placé que moi pour bien analyser, bien apprécier les changements de coûts en points. Alors, on commence l'analyse de la destruction avec les Ogurma Tribes, qui est ton armée préférée. Je pense en tout cas celle que tu as emmenée le plus souvent en tournoi jusqu'à maintenant. C'est mon armée de tournoi, c'est celle avec laquelle j'ai le plus de succès, là, assurément. Alors, les changements, je vais présenter les changements, après ça tu me diras ce que tu en penses. D'abord des changements, puis ensuite globalement, qu'est-ce que ça a comme impact pour ta faction. Alors, Frostlord sur Thunder Tusk passe de 3,90 à 3,50. Le Oscar sur Thunder Tusk de 3,40 à 300, donc 40 points de moins sur les deux héros sur Thunder Tusk. Et les Thunder Tusk Beast Rider de 300 à 270, donc 30 points de moins sur la Battle Line sur Thunder Tusk. C'est l'ensemble des changements pour les Moth Tribe. D'abord, qu'est-ce que tu penses de ces changements-là? C'est des changements significatifs. On parle de 40 points pour le Frostlord et le Oscar, 30 points pour les Beast Riders, qui sont aussi une unité de ligne. Le principal problème avec le Thunder Tusk, c'est son War Scroll, c'est sa charte d'unité. C'est une unité qui excelle dans aucun des rôles que Games Workshop, que les designers ont voulu lui donner. Traditionnellement, c'était, en fait, dans l'ancien Battle Tome, le Thunder Tusk était une pièce d'artillerie extrêmement redoutable. Sur un 2+, elle infligeait 6 blessures mortelles à 18 pouces à une unité. Donc c'était excellent pour aller cibler des héros. Un héros à 6 points de vie, à 5 points de vie pouvait mourir comme ça. C'était même frustrant à affronter. Là, ils ont fait un nerf dans le nouveau Battle Tome. Le Thunder Tusk, lorsqu'il est en pleine santé, peut cibler, donc encore une fois, une unité à 18 pouces avec son tir. Mais cette fois-ci, on lance 12 dés. Puis sur 6+, on fait une blessure mortelle. Donc en moyenne, on va faire deux dommages, deux blessures mortelles à la cible. Donc on ne peut plus sniper des petits héros comme on le faisait avant. Puis, plus l'unité adverse compte de modèles, plus on va infliger de blessures mortelles. Donc, on peut passer à faire des blessures mortelles sur du 5 et sur du 4 contre les hordes. Donc, à ce moment-là, on arrive avec une moyenne de 6 blessures mortelles. Donc, 12 dés sur 4+, on a une moyenne de 6 blessures mortelles. C'est bien. Mais en même temps, ça demeure relativement anecdotique. Faire 6 blessures mortelles contre une horde de 40 Moon Clan Grot ou 40 Clan Rats, c'est bien, mais est-ce que ça vaut 300 points? Je ne suis pas certain. D'autant plus que par ailleurs, le Thunder Tusk n'excelle pas du tout en combat, en mêlée. C'est une bête qui a 4 attaques, touche sur du 3, blesse sur du 2, 1 de perforation, des 3 blessures. Donc pour un monstre de 300 points, c'est loin de cogner si fort que ça. Donc il y a un tir correct, quoique voire décevant, dépendamment de la cible. Ça nous oblige un peu aussi, pour maximiser son efficacité, à cibler les plus gros régiments, les plus grosses unités adverses, les unités adverses les plus nombreuses, alors que des fois, c'est pas ce qui serait le plus stratégique de cibler à distance. Si on veut l'amener au corps à corps, en mêlée, bon, il y a l'impact hit sur la charge, mais après ça, il manque vraiment de punch. Aussi, contrairement au Stonehorn, il n'y a pas le Feel No Pain à 5+. Il y a moins 1 to hit, donc on a moins 1 pour le toucher en mêlée, donc c'est bien, mais c'est loin d'être aussi bien qu'un 5+ de Feel No Pain qui s'applique aussi au tir, à la magie, alors que là, le Thunder Tusk, on a moins 1 to hit en combat seulement. Donc ça reste une pièce qui est plus fragile que le Stonehorn, qui est plus lente aussi, il se déplace de 8 pouces plutôt que 12, qui a un tir qui est de correct à mauvais, qui se bat mal au corps à corps, surtout comparé au Stonehorn, fait qu'il trouve mal son rôle dans l'armée. Donc là, on n'aurait aucune raison de jouer un Frostlord sur un Thunder Tusk, on va le mettre sur un Stonehorn, plus de portée, plus de dégâts, plus de résilience. Le seul qui est intéressant, c'est le Oscar sur Stonehorn, parce que c'est un prêtre. Donc il peut lancer 2 prières par tour, une qui est sur sa charte d'unité, puis une qui est choisie dans la table, là, une table de prière. Ces prières d'unité sont correctes. Sur un 4+, on va pouvoir guérir des 3 blessures à une unité Beast Raiders entièrement à 18 pouces.
ou encore donner +1 au jet de blessure d'une unité Beast Claw Raiders entièrement à 18 pouces jusqu'à la prochaine phase de héros. Donc c'est correct, mais ça reste sur du 4+, donc puis on peut pas vraiment le fiabiliser. Euh, les autres blessures dans la pas blessures, pardon, mais les autres prières qu'on trouve dans la charte sont correctes. Par exemple, il y en a une qui permet de ramener à la vie un Yeti mort, donc c'est bien. Donc les gens qui vont vouloir jouer des Yetis vont vouloir inclure un Thunder Tusk pour ce sort, pour cette prière-là, aussi pour la synergie, notamment si les Yetis se trouvent entièrement à 16 pouces d'un Thunder Tusk au début de la phase de charge, ils peuvent charger même s'ils ont couru ce tour-là. Donc c'est bien, mais ça demeure que la comparaison du Thunder Tusk avec le Stonehorn est extrêmement défavorable. C'est une pièce qu'on va jouer par plaisir, mais je pense pas que ces baisses de coûts en points-là vont faire qu'on va voir le Thunder Tusk dans les listes compétitives. Ça m'étonnerait énormément. Peut-être occasionnellement un Oscar pour les prières, mais Okay. je pense pas. Donc, on vient de parler des changements de coût en points sur les Thunder Tusk. À part ça, il n'y a eu aucun changement de coût en points pour le reste de la faction. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, je pense que ça montre que c'est une faction qui a une bonne balance interne, puis une bonne balance aussi dans le méta. Je pense pas que ça aurait été justifié de. Bon, il y aurait peut-être pu avoir des petits ajustements mineurs, un 10 points ici, un 10 points là. Mais dans l'ensemble, quand on regarde, notamment du côté des Godbusters, toutes les entrées sont à peu près sont intéressantes, ont leur rôle, sont bien balancées. Il n'y a pas d'unité où on se dit ah, c'est clair qu'il faut spammer cette unité-là. Donc la balance interne est bonne. Puis dans l'ensemble du méta, c'est une armée, les Ogors, qui se classent assez bien. Donc ils arrivent à bien se classer dans certains tournois sans être dominants. Donc c'est une faction qui se situe, disons, dans le tiers 2, donc le Fat Middle, mais qui est une des bonnes Dans le haut du Fat Middle. Donc elle arrive à compétitionner contre les meilleures factions du méta. Sans toutefois dominer. Donc on peut, si on se présente dans un tournoi de 100-150 joueurs sur 6 parties avec des Ogres, est-ce qu'on a des bonnes chances de finir premier? Non. Mais est-ce qu'on a des chances de bien se classer puis finir avec un 4-2 ou quelque chose comme ça? Je pense que c'est tout à fait réaliste. Est-ce qu'on peut remporter un petit tournoi local d'une vingtaine de joueurs avec des Ogres? Assurément. Donc je pense que la balance dans l'ensemble de AOS est bonne, puis c'était pas justifié de faire des changements significatifs. Ouais, tu m'as envoyé un fichier avec des listes de différentes armées Ogre Matribe qui ont fait des tournois, qui ont bien performé. Puis c'est vraiment intéressant parce que bon, on voit une répétition au niveau du Frostlord, du Stonehorn, ça semble être assez unanime qu'on en joue un ou deux dans la liste. Mais après ça, une grosse diversité. On voit des Glutton, des Iron Gut, on voit aussi des Beast Claw Riders, c'est-à-dire les Mournfang ou les Beast Riders, Stonehorn. Il y a vraiment une diversité, c'est intéressant comme faction. Et même le Frostlord est très joué. Presque toutes les listes qui performent bien en tournoi en jouent un, voire deux. Mais c'est pas parce que c'est un War Scroll qui est cassé. Donc il est quand même 400 points. Donc quand on en joue deux, on consacre quand même 800 points de notre liste à cette unité-là, qui a quand même seulement 13 points de vie. Oui, et a perdu l'amulette éthérée. Là. Et qui a perdu la mulette éthérée, fait qu'on va peut-être moins le voir. Perdu ça et perdu la Thermal Rider Cloak qui augmentait son mouvement de 4 et lui permettait de voler. Donc c'était un autre des items avec lequel il était beaucoup joué. Donc c'est ça, c'est une unité qui est difficile à affronter, qui est forte, mais qui est tout de même balancée. C'est surtout qu'il joue un rôle particulier dans l'armée, c'est pour ça qu'on en a besoin. Mais il donne beaucoup de projections, tout ça, c'est pour ça qu'il est joué. Mais vraiment, très bonne balance interne et dans le méta de cette armée. Excellent. Alors, on va passer à ton autre armée que tu joues dans la destruction, les Gloomspite Gits. Alors, quelques changements ici. On va commenter d'abord les changements, après ça, on parlera un peu de l'armée en général. Alors, d'abord, les Gobapalooza qui passent de 200 à 180 points. Ça, c'est une unité vraiment hilarante. C'est une belle unité. C'est les 5 petits personnages qui ne sont pas des héros, en fait. Puis les sculpts, les modèles sont superbes, sont vraiment le fun. Malheureusement, ils ne sont pas joués. Ces 5 modèles qui ne sont pas des héros. S'ils avaient eu le keyword héros, ils auraient été joués énormément. C'est parce qu'ils auraient permis d'utiliser des habiletés de commandement, notamment pour éviter qu'on prenne des Battle Shock tests avec nos unités et tout ça. Là, c'est des
d'unités. Chacun des 5 petits personnages est soit un prêtre en quelque sorte, donc soit peut faire une habilité là, sur un 3+, ou lancer un sort et un sorcier. Donc, ils sont le fun, mais leurs sorts, leurs habiletés sont euh, pas toutes bons. Il y en a 2 sur les 5 en fait qui ont une utilité réelle. Les autres, soit la portée est trop courte, soit que c'est anecdotique comme effet, tout ça. Donc ça reste une unité qui est boudée. On la voit très très peu jouer, sauf vraiment dans des listes casuelles. Mais on ne jouera pas cette unité-là dans des listes compétitives. Et je pense pas que la baisse de coût en points va faire en sorte qu'on va la jouer davantage. Les Gloom Spite Gits, ça reste une armée qui est vraiment pas top tiers. C'est une armée donc on peut pas se permettre de consacrer presque 200 points pour 5 petits personnages qui ne sont pas des héros, qui ont seulement 4 points de vie chacun, qui ont un effet assez limité. Donc, en fait, il aurait fallu que les Gogapalooza aient le Keyword Hero, mais pour les 5, dans le fond, que ça prenne une place de héros pour les 5 ensemble. Parce que si chacun avait le Keyword Hero, on serait mal pris. Là, ça prendrait toutes les places de héros presque oui, tout à fait, dans ta liste. C'est dommage qu'elle ne soit pas jouée parce que ça aurait une superbe unité. C'est l'esprit même, je trouve, des petits gobelins là, un peu hilarants. C'est quelque chose de loufoque dans leur posture. Dans les modèles sont superbes. Je pense que ça vaut la peine de les essayer, peut-être dans une armée où on joue des gros paquets de Moon Clan Grotte, là, des blocs de 60 ou de 40. On peut les jouer pour le plaisir, mais il ne faut pas s'attendre à avoir des super résultats en tournoi avec ça. Ensuite, les autres changements concernent seulement les Troggoth. C'est les seuls changements qu'on a vus. Alors, le Dankol Trogboss, ça c'est le gros troll, Troggoth, passe de 270 à 250. Oui, ça c'est le seul héros troll. C'est bien, la baisse de coût en points. Il était trop cher. À 250 points, je pense qu'il est encore un peu cher, principalement parce que le War Scroll, la charte d'unité, est un petit peu décevante. Principalement, c'est que ses attaques sont très aléatoires. Il y a des attaques à D6 dommages, donc un petit nombre d'attaques à D6 dommages, donc il est capable du meilleur comme du pire. On a 1 ou 2 systèmes magiques qui permettent de le fidéliser un peu, ou un trait de commandement, donc on peut par exemple lui permettre de relancer son jet de dégâts. Donc relancer, si on lance un 1 ou un 2 sur le D6, c'est toujours agréable de pouvoir le relancer. Mais ça demeure un monstre qui a une efficacité extrêmement variable et souvent décevante là, en mêlée. Par contre, il y a quand même des éléments intéressants. Il donne +1 à la braverie, à la bravoure des unités qui se trouvent autour de lui, là, dans un rayon autour de lui. C'est aussi un monstre qui n'a pas de charte dégressive, donc il est aussi efficace lorsqu'il lui reste un point de vie que lorsqu'il y en a 12. Mais ça demeure un monstre dont l'efficacité est limitée, donc à 250 points, c'est peut-être encore un peu cher. D'ailleurs, pour les trolls dans l'ensemble, les modèles sont tellement beaux, il y a beaucoup de joueurs qui ont essayé des listes de trolls, des listes purement trolls, et Troggoth, pardon, et c'est très difficile de bien performer. C'est difficile de contrôler les objectifs parce qu'on se retrouve avec une armée qui a très peu de modèles. Tous les trolls ont le même défaut, sauf peut-être les Fellwater Troggoth, c'est d'avoir un petit nombre d'attaques à haut dommage, donc d'avoir des résultats extrêmement aléatoires. Les Rockgoth Troggoth ont 2 attaques chacun à 3 de dommages, puis à moins 2 de rend. Donc, 2 attaques, c'est facile, ça va rapidement que... C'est facile en fait de se retrouver à faire à peu près rien ou de faire un nombre incroyable de dommages parce que tout roule. On l'a déjà vu, je pense qu'à un moment donné, j'ai joué contre toi avec un paquet de 6 Rockgoth, Troggoth. J'ai frappé dans, je sais plus, des évocateurs ou des... C'était la Varengard. La Varengard, oui, c'était contre la Varengard, puis j'ai fait absolument 0 dommage. Oui, oui. J'ai eu le plaisir de piler une deuxième fois avec tous mes modèles en pleine forme. Mais c'est ça, 6 Rockgoth, Troggoth, ça demeure seulement 12 attaques. Fait que même s'il touche sur du 3, blesse sur du 3, avec quelques jets malchanceux, des bons jets de sauvegarde, puis c'est fini, il n'y a pas de dommages qui passent. C'est de ça que souffre. Puis le Dankol Troggoth, dont tu peux introduire les points. Oui, c'est ça, il est passé de 200 à 190, donc un petit 10 points de moins. Oui, ben le Dankol Troggoth, on le construit avec le même kit que le boss dont on vient de parler. Celui-là n'est pas un héros, a 2 points de vie de moins, donc il a 10 points de vie. Je pense qu'il y a une attaque de moins si ma mémoire est bonne. Donc même problème, aléatoire, même atout, la charte n'est pas dégressive.
À 190 points, ben, encore une fois, c'est un problème de War Scroll surtout. C'est difficile d'estimer à combien de points il vaudrait la peine d'être joué. C'est le problème de certains War Scroll de Games Workshop. Des fois, l'erreur est dans la construction du War Scroll, ce qui fait qu'on est hésitant à le jouer. C'est juste que ce qu'il fait, il ne le fait pas bien ou pas de manière assez fiable. Puis en même temps, donc pour le rendre intéressant, il faudrait que son coût en points soit tellement bas que ça en soit un peu ridicule. Ouais, parce qu'on parle quand même d'un monstre avec 10 points de vie ou C'est 12 ça. points de vie pour le truck boss. Fait que là, s'il devient trop peu coûteux, ben là, c'est l'effet inverse. C'est que là, il est un peu trop tanky, il a un peu trop de résistance pour le nombre de points de vie qu'il a. Fait. Mais même un élément qui compte dans sa résistance, tu parles de résistance, c'est le fait qu'ils peuvent se régénérer, donc guérir des 3 points de vie sur un 4+, pendant la phase de héros. Mais encore là, c'est très aléatoire. C'est sur du 4+, c'est D3, donc on peut rouler un 1. 1, souvent, ça ne change pas grand-chose. Donc, tout est tellement aléatoire. C'est correct, c'est l'esprit des Gloomspite d'être aléatoire, d'être loufoque, d'être incertain, capable du meilleur comme du pire. Mais c'est le fun pour des parties amicales. Mais c'est sûr que si vous avez un côté un peu plus compétitif, ben, c'est pas des unités qui vont vous... c'est des unités qui vont vous donner des cheveux blancs. Dernier changement de coût en points pour les Gloomspite Git, le bataillon Trog Earth passe de 180 à 170. Oui, c'est un bataillon qui est intéressant parce qu'il permet, d'abord, on doit jouer un Dankold Trog Boss, dont on vient de parler, puis ensuite on peut inclure des Dankold Trogot, des Fellwater Trogot et des Rockgut Trogot, donc on peut, puis même on peut inclure jusqu'à 2 Hellguzer Gargant, donc des géants. Donc c'est un bataillon qui peut permettre de réduire significativement le nombre de pauses, surtout si on joue une armée là, principalement de Trogot. Donc ça, c'est très intéressant pour ça. Par contre, son bonus est plutôt limité, c'est que sur les jets de blessures non modifiés de 6, on va ajouter 1 à la caractéristique de dommage de l'attaque. Donc on a déjà des trolls qui ont un petit nombre d'attaques à haut dommage, puis là on ajoute finalement au haut dommage, on met un +1, donc on fait juste augmenter la variabilité des résultats, le côté aléatoire, alors qu'on aurait préféré de la fiabilisation. Il y a aussi que je trouve que quand on compare ce bataillon-là à d'autres bataillons que d'autres armées ont, il me paraît un peu trop cher encore. Si on compare, on vient de parler des Ogorma Tribes. Chez les Beastclaw Raiders, on a le bataillon Earlbad que je joue principalement en tournoi. C'est aussi un bataillon qui permet d'inclure beaucoup d'unités. Donc, si on joue principalement Beastclaw Raiders, ça permet d'inclure presque toute notre armée, donc réduire significativement notre nombre de pauses avec ce bataillon-là. Et le bonus du bataillon fait en sorte que les jets de touche non modifiés de 6 causent une blessure mortelle en addition des dommages réguliers. Donc là, on est vraiment plus dans de la fiabilisation. Les 6 non modifiés causent une blessure de plus. C'est simplement meilleur qu'ajouter un dommage sur un jet de blessure de 6. Parce qu'en plus, cette attaque-là, qui a une blessure de 6, peut encore être sauvée. Elle peut encore être sauvegardée avec une sauvegarde d'armure. Donc c'est... Puis le bataillon Earlbad coûte 140 points, alors que là, on est à 170 points pour le bataillon. C'est comme si Games Workshop n'avait pas comparé ce bataillon-là à d'autres bataillons un peu équivalents. Je pense qu'il pourrait valoir 140, voire 130 points, le bataillon. Donc, les Trogots, est-ce que ça va être suffisant pour les rendre plus compétitifs? Je pense pas. Ce qui leur nuit énormément, c'est l'aspect extrêmement aléatoire de leur régénération, de leurs attaques. Alors, c'est tout pour les changements Gloomspite Git. Je sais que tu t'attendais un petit peu plus que ça. Peut-être commenter sur le fait qu'il n'y a pas eu d'autres changements. Bien, je m'attendais à plus parce que c'est pas une armée qui est compétitive, c'est pas une armée qui fait qui se positionne bien en tournoi. On voit occasionnellement un Gloomspite se glisser dans un top 10 ici et là, mais c'est plutôt occasionnel. Le problème, c'est que la seule manière d'être vraiment compétitif avec les Gloomspite Git, c'est de jouer des gros paquets de gobelins. Par exemple, 2 régiments de 60, un régiment de 40 Moonclan Grotte. Et on sait qu'en tournoi, les parties sont chronométrées. Donc, quand on joue des grosses hordes, c'est difficile de jouer 3 tours dans un 2h30 qu'on a en tournoi. Donc, la version Gloomspite compétitive rend difficile de jouer rapidement dans l'horaire qui est permis dans les tournois, dans la plage de temps qui est permis dans les tournois. Donc, c'est un peu inintéressant. Puis même des parties amicales, c'est plus long. Là. Si l'adversaire, en plus, joue une horde, là, ça fait des parties qui sont très longues. J'aurais aimé, on ne voit pas les araignées, les Spider-Fang, on les voit très très peu, autant dans
dans les tournois pour le plaisir, autant dans les groupes de jeu, autant dans les gros tournois, on ne les voit pas. La seule pièce qui est jouée occasionnellement, c'est le chaman sur Arachnarok, parce que c'est un sorcier niveau 2 qui a 14 points de vie. Donc ça reste... C'est une bonne pièce. C'est une bonne pièce, mais les Spider-Fang comme sous-faction sont très peu joués. À la défense de Games Workshop, c'est sûr qu'il y a l'aspect attrait. Hein, les petits Spider Riders ne sont pas très beaux, donc c'est des vieux modèles, donc peut-être que les gens ne sont pas portés à les collectionner. L'autre élément aussi, c'est qu'il y a eu des baisses de coûts en points des Arachnarok à la fac de décembre. Donc il y a eu très peu de gros tournois ou de tournois depuis décembre à cause de la pandémie. Donc il est possible que Games Workshop attende de voir l'effet de ces baisses-là sur la performance de l'armée. Mais pour l'instant, on reste avec une armée qui est dans le fat middle, puis pas une des meilleures. Donc on est tiers 2. On est tiers 2, voire tiers monde selon le type de construction qu'on fait. Là, je pense qu'une liste purement troll est plus proche du tiers 3 que du tiers 2. Alors, il nous reste une faction à analyser dans la destruction, c'est la faction des Auric Warclan. Alors, c'est une faction que ni toi ni moi ne jouons. Mais c'est une faction qu'on a eu le plaisir d'affronter en tournoi. Et je dis plaisir avec des petits guillemets peut-être parce que ça cogne solidement comme faction. Pour le reste, c'est une belle faction, là, des belles petites habiletés intéressantes. Alors, je vais lire les changements. Après ça, peut-être quelques commentaires. Évidemment, on n'ira peut-être pas aussi en détail que sur les deux factions précédentes parce qu'on la connaît un petit peu moins. Alors, le Maniac Wernob passe de 120 à 140, une petite hausse de 20 points. L'Auruk Megaboss, lui, passe de 150 à 140. L'Auruk Wernob Shaman de 120 à 110. Le Savage Big Boss de 100 à 90. Et dans les unités, les Auruk Hard Boys passent de 90 à 100, donc un 10 points de plus, alors que les Auruk Brutes passent de 140 à 130. Donc d'emblée, ce qu'on peut voir, c'est que Games Workshop n'a pas essayé de modifier la place de la faction dans le méta, mais plutôt essayer de trouver une plus grande balance, plus grande cohérence interne à l'armée, parce qu'on a rajouté un 10 points ici, on a enlevé un 10 points là. Je pense qu'on a voulu balancer un peu les unités entre elles. Quel commentaire as-tu en général sur les changements? Comme tu le soulignes, les changements vont maintenir la place de cette faction-là dans le méta. On pourrait les classer, disons, dans le haut du tiers 2. Donc, c'est une armée qui est sérieusement compétitive, qui donne des bonnes chances de gagner. Est-ce qu'avec les Warclans, on va gagner un gros tournoi de plus de 100 joueurs sur 2 jours? Probablement pas. Mais gagner des tournois locaux, c'est tout à fait envisageable. Faire des bons classements dans des grands tournois, c'est tout à fait envisageable aussi, on l'a vu. Donc, c'est une armée dans le haut du tiers 2. Puis un peu comme les Ogor Tribes, on maintient le positionnement finalement. Là. Juste une petite précision, là, quand on parle des tiers, je sais que certains sites vont parler du God tiers en haut, tiers 1 les meilleures armées, tiers 2, nous on a simplifié, on a le tiers 1 c'est les armées top méta, tiers 2 c'est le fat middle, avec un haut du tiers 2 puis un bas, puis le tiers 3 c'est les armées qui peinent un peu à réussir. Ouais, là, comme les Beasts of Chaos ou... tout à fait. Donc, les Hard Boys prennent 10 points. On les voyait beaucoup jouer dans le bataillon Hard Fist, qui fait en sorte que le héros de ce bataillon-là peut utiliser un point de commandement quand une unité de Hard Boys est détruite, puis sur 4+, l'unité revient sur le champ de bataille. Là, donc c'était une forme de summoning pour les Auric. Donc, ce qui faisait en sorte que les Hard Boys étaient probablement très joués. Le bataillon doit inclure au minimum 3 unités de Hard Boys. Ouais. Les brutes, en conséquence, étaient peut-être moins joués, alors que c'est une belle unité. C'est des orques en grosse armure qu'ils ont modelé à coups de poing eux-mêmes sur eux. Donc le lore autour de ces bêtes-là est intéressant aussi. Mais c'est ça, les brutes étaient peut-être moins joués, donc avec un 10 points de moins, on va peut-être en voir un petit peu plus sur le champ de bataille. Maintenant, on voit que c'est des changements dans l'ensemble de 10 points ici, 10 points là, il y a un 20 points, il y a un personnage qui se prend 20 points. J'ai pas assez clairement en tête les listes qui faisaient des tops, les meilleures listes Auric Warclan pour voir est-ce que ça va avoir un impact significatif ou pas.
parfois, on a une liste qu'on trouve excellente, mais qui arrive à 2000 points juste. Donc, un petit 10 points, 20 points de plus nous oblige à repenser notre liste, alors que si la liste arrivait à 1980 points, bien, une hausse de 10 points ne changera absolument rien à la liste. D'ailleurs, s'il y a des joueurs de Oric Wartland qui nous écoutent, qui ont des commentaires à ajouter, là, n'hésitez pas à les laisser en commentaire sous la vidéo là, pour que les autres auditeurs puissent vous lire. Nous, c'est vraiment une faction qu'on connaît un peu moins. Là. Alors, ça conclut notre analyse de la Grande Alliance Destruction. On vous revient bientôt avec une analyse du chaos et une analyse de la Order, finalement. Et sur ça, ben, je vous souhaite bon wargaming.